Bonjour. Pas trop fort. Bonjour, merci de nous accueillir. Alors, je m'appelle Guillaume Morin, je travaille chez Alchemix depuis 2 ans et demi. Je suis avec Florent Poulet, qui est aussi membre de l'équipe SRE chez Alchemix. Alors, avant de commencer, je voudrais remercier Renaud d'avoir organisé les confs, Bruno qui anime sysadmin depuis des années, et puis Mozilla parce que le cadre est exceptionnel. C'est vraiment la grande classe cette année. Alors, on va vous parler aujourd'hui d'une utilisation qu'on a eue de Docker sur l'intégration continue et le déploiement continu chez Alchemix. Alors, j'espère que j'arrive à faire marcher le truc. Ouais. Voilà, donc on va aborder notre plateforme, on va vous expliquer un petit peu notre activité. C'est pas trop pour faire de la pub parce que je pense que ça vous concerne pas beaucoup, mais c'est pour vous expliquer nos problématiques. On va aborder ensuite comment est-ce qu'on a implémenté les différents tests, avec quels outils et les leçons qu'on en a tirées. Alors, la plateforme Alchemix, c'est une plateforme d'échange de données pour la grande distribution. Je vous sens très excité. Donc voilà, ça permet à quoi? Ça permet en fait à des distributeurs de la grande distribution ou des producteurs d'échanger des informations sur leurs produits. Voilà. C'est une plateforme qui permet en fait d'automatiser ces échanges. Pour vous donner un ordre d'idée, un des leaders de la grande distribution en France a 1,2 million de références. Il y en a 300 000 qui sont ajoutées, supprimées ou modifiées tous les ans. Et ils font ça principalement par des échanges de fichiers Excel par email. Donc vous voyez un peu la portée de l'automatisation qu'on peut apporter. Donc nous, on apporte une plateforme, voilà, que je vous ai un petit peu montré, voilà, qui est moderne et facile à utiliser. Et d'autre part, les systèmes d'import-export. On implémente des contrôles de qualité de la donnée pour les normes sanitaires, par exemple, et on leur permet très rapidement, par exemple, de mettre à jour les visuels de leurs produits sur les sites e-commerce. Par exemple, je ne sais pas, Erta veut changer le visuel de son pack de jambon, ils le font sur notre plateforme, c'est immédiatement dispo chez Auchan Direct, par exemple. Voilà. Et enfin, on a un gros réseau. Alors, c'est la force de notre application, c'est qu'il y a un effet de levier. En fait, plus on a de distributeurs, plus on attire des producteurs et inversement. On est actuellement en France et on vise l'international. Donc ça, c'est notre application. Elle est codée en Python et en Go. Ça représente une trentaine de microservices. Donc une trentaine de microservices. On stocke des données dans les bases que vous voyez là. Si on vous montre ça, c'est juste pour vous expliquer que c'est pas hyper simple de faire des tests d'intégration sur des plateformes qu'on pop à partir de rien, et c'est le sujet qu'on va aborder après. On a 4 environnements en plus, comme si ça ne suffisait pas. Donc on a le développement sur lequel les développeurs font leur travail, l'intégration sur laquelle on lance les tests automatiques, la pré-production sur laquelle on lance les tests manuels, et enfin la production sur laquelle les clients font les tests. La team Alchemix en tout, c'est 42 ingénieurs, des développeurs, des data scientists, des catégories managers, donc des gens dont le travail c'est de créer les catégories dans lesquelles mettre les produits et faire de la suggestion là-dessus, de travailler avec les data scientists justement sur le machine learning pour faire des choses un peu intelligentes. Et enfin l'équipe SRE dont on fait partie. Équipe SRE composée de 5 personnes, des sysadmins, donc des sysadmins qui n'ont pas peur de toucher au code, des DevOps, donc des devs qui n'ont pas peur de toucher à l'infra, et des QA, des mecs qui font du Jenkins et un peu d'autres trucs à côté. De quoi on s'occupe? De l'infrastructure, de manière basique, le métier qu'on connaît tous, la production, donc la surveillance de la production, la partie organisation des astreintes, etc. La partie tooling, donc chez nous, on s'occupe de la QA. C'est l'équipe SRE qui gère les Jenkins, qui met en place les process. Et enfin, notre gros focus, notre manière de bosser, c'est l'automatisation. On ne fait absolument plus rien qui n'est pas scripté. Par Ansible, par Jenkins, par Bash, quand on n'a vraiment pas d'autre solution. Mais voilà. Je laisse la parole à Florent. Oui. Alors donc pour résumer un petit peu la partie QA Alchemix, qu'est-ce que c'est? Donc au départ en 2015, donc c'était un seul serveur sur lequel tournaient tous les tests et bien d'autres choses. Ensuite, en 2016, on a commencé à s'intéresser à la partie Docker, donc essayer d'isoler un peu chaque test dans son petit Docker, et histoire de pouvoir en lancer encore plus en parallèle. Et à côté de ça, on a aussi mis en place un outil qui s'appelle BrowserStack. Alors, je ne suis pas sûr que ça va vous parler, mais c'est un outil qui permet de faire des tests user. Des tests end-to-end voilà, sur l'application. Donc c'est un petit browser et on scripte un peu des actions à faire dans son browser.
Voilà, et en 2017, on a décidé de lancer le projet Pilar, hein, donc qui va permettre de faire en sorte de pouvoir créer plusieurs plateformes donc complètes en parallèle et de pouvoir lancer des tests un peu plus conséquents et plus complexes dessus. Donc ça va être un peu le sujet de cette présentation. Alors, on va revenir un peu sur un workflow qu'on a dans notre boîte. Donc, comment ça marche? Donc, on a un petit développeur, donc n'importe qui de chez Alchemix, qui va faire sa petite push, son petit push sur son repo Git. Il va faire sa petite PR sur GitHub. Ensuite, on a mis en place un petit bot qui s'appelle Lucie et qui va recevoir les notifications de GitHub. Et il y a aussi les reviewers qui vont recevoir sur Slack un petit message leur disant qu'ils doivent aller regarder la petite PR de leur petit ami développeur. Qu'est-ce que fait Lucie, notre petit bot? Il va créer sur notre repo principal une branche d'intégration, donc qui va correspondre à cette pull request. Il va lancer un scan de notre pipeline, donc sur Jenkins, qui va permettre de créer un job qui correspond à cette branche d'intégration. Et donc Jenkins, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lancer ce petit job sur lequel il va exécuter tous les tests qui ont été définis et indiquer si c'est success ou s'il y a des failures, s'il y a des problèmes et s'il faut revoir l'APR. Donc pour ça, le petit développeur va recevoir ça sur Slack, un petit message lui disant si c'est passé ou pas. Et ce sera aussi indiqué sur GitHub, on y reviendra tout à l'heure, on montrera à quoi ça ressemble. Si tout est vert, le développeur va pouvoir merger sa paire sur GitHub, qui va, on recommence un petit peu, notifier notre petit bot. Une fois qu'il reçoit cette petite notification, il va détruire la branche d'intégration. On va relancer le scan sur les branches définies sur notre repo GitHub, donc sur Jenkins. Et donc en fait, ça va lancer un job sur les différentes branches d'intégration. Donc la branche staging, sur laquelle on aura mis en place un déploiement automatique pour que ça aille en pré-production. Et si le développeur, si la personne a fait une PR pour faire un merge entre staging et master, et bien une fois que ça arrive sur master, ça part en production. Donc c'est relativement automatisé. Donc ça, c'est un peu notre workflow qu'on a au sein d'Alchemix. Donc, je vais revenir rapidement sur quelques définitions, quelques termes dans Jenkins. Donc un pipeline job, c'est une manière de définir des jobs sur un repo GitHub et dans lequel on va pouvoir spécifier des Jenkins files et qui vont pouvoir s'exécuter sur chacune de ces branches. Donc un Jenkins file, c'est un petit fichier qui est écrit en Groovy, qui va définir un peu le workflow de test, donc lancer telle instance Docker, exécuter tel type de test. Ce fichier, il est stocké sur le repo de chaque service, puisque en fait, ça permet aux développeurs de eux-mêmes définir le workflow qu'ils décident de mettre en place pour leur service, parce qu'il peut être amené à changer en fonction de leur développement. Et on a mis en place, pour les aider quand même, une petite lib Groovy qui leur permet d'accéder à des fonctions justement pour lancer plus facilement leurs tests, créer leur instance Docker et aussi faire les déploiements sur les différents environnements. Donc voilà. Alors, on va passer un peu unit test. Donc, le premier des tests dont on va parler, c'est les tests unitaires. Je ne sais pas si vous êtes bien à l'aise avec ce que c'est que les différents types de tests, mais un test unitaire, c'est censé tester la plus petite partie testable de l'application. Donc on n'est pas censé avoir de lien avec d'applications externes ou d'autres back-end. Alors chez nous, en fait, d'où le fait qu'il y ait des guillemets autour de unit, en fait, on utilise du MySQL pour nos tests unitaires, on va dire que c'est historique. Mais l'idée quand même est toujours la même, c'est à chaque fois qu'on essaie de faire une PR sur un service, on lance un certain nombre de tests juste sur ce service-là. C'est contrôlé directement par Jenkins. En fait, Jenkins sait parler le Docker avec un plugin très simple qu'on va vous montrer. Et la partie MySQL, on la gère avec un serveur central. On peut regarder là-bas en fait. Donc la conf Docker, elle ressemble à ça. C'est bien, on a tout ce qu'il faut. Donc en fait, c'est très très simple. Le plugin Docker, on indique l'hôte, on indique l'URL sur lequel se connecter, des credentials. Donc là, il n'y en a pas, mais normalement, on est censé en mettre pour sécuriser notre infrastructure, tout ça.
Voilà. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Il y a un conteneur cap qu'on a mis à 100. C'est bien, je vous montre tous les trucs qu'il faut pas faire parce qu'à 100, on sait que notre machine elle s'est effondrée depuis très longtemps. Mais donc on a un peu du contrôle là-dessus. C'est très simple à configurer. Ensuite, on définit des templates Docker. Ouais, je pense que vous voyez peut-être pas grand-chose. On a une autre slide, non. Donc rapidement, il y a les informations intéressantes. Il y a un label. En fait, chez nous, c'est le nom du service. Une Docker image qui est associée à ce label, donc qui est dans notre registry, Renaud en parlait juste avant. Donc c'est simplement la dernière version de l'image Docker de la registry pour ce service, et on vous expliquera après comment elles sont générées. Et ensuite, voilà, bon, des choses un peu moins intéressantes, mais en gros, voilà, pour chaque nouveau service qu'on veut tester, on indique le template à run. Côté MySQL, on génère, donc je vous ai dit qu'on avait un MySQL centralisé, parce qu'en fait ça nous simplifiait la vie plutôt que mettre un MySQL sur tous les conteneurs Docker. Et en fait, en gros, on a le nom de la base avec un suffixe qui correspond, je crois que c'est un hash de je sais peu quoi, l'ID du commit, enfin, c'est un truc random, c'est random. Voilà, donc ça permet de faire des tests en parallèle. Par exemple, là on voit que sur la service transaction, on a 2 PR en cours et donc 2 tests qui sont en train de s'exécuter. Ou alors un qui a échoué mais qui n'a pas encore été supprimé, etc. Voilà, alors je vais vous présenter le workflow. Donc je vais faire une pull request. Donc ça c'est du GitHub. Oui, on parle de GitHub. Vous nous arrêtez, posez des questions si le langage qu'on utilise n'est pas clair. Donc voilà, je vais faire une PR. Donc je vais proposer une mise à jour du code dans un de nos repositories partagés chez Alchemix. Voilà, je fais ma pull request. Là, elle est créée. On voit qu'il y a un ID, il est encadré en rouge en haut, 240. Il va être réutilisé après. Donc là, je viens de créer ma pull request. Pour ceux qui ont l'habitude, une pull request, ça doit être validé. Ça doit être validé par quoi? Par d'une part des reviews de nos pairs. Donc dans notre cas, ça va être les membres de l'équipe SRE. Et d'autre part, des checks automatiques. Alors les reviews, là, ils sont en rouge. Un review required est en rouge parce que personne n'a encore reviewé ma PR. Et en jaune, on a le check haven't completed yet avec la pipeline en cours. Donc on voit le petit robot là qui est le symbole de notre Lucie. Donc ça veut dire que les tests sont en train de s'exécuter dans Jenkins. Je vous montre ce qui s'est passé entre-temps. On vous explique tout à l'heure dans le workflow que Lucie créait une branche d'intégration. C'est ce qu'on voit dans la liste des branches sur le repo central. Elles sont toutes préfixées par W intégration. Ensuite, on a l'ID de la PR. Et ensuite, on a la branche à partir de laquelle on a fait la PR. Donc chez nous, la branche, c'est l'ID du Jira. Donc on a un truc bien normé qui permet de savoir pourquoi quelqu'un fait une PR et à quel besoin ça correspond. Ça, c'est la liste des process Docker, enfin, même des process tout court, des nodes Docker, pardon, dans Jenkins. Voilà, il y en a quelques-uns qui tournent et on retrouve le nôtre, le 240 SRE 2399. Voilà, il apparaît là. On voit qu'il est en train de faire build and test. Il est en train de s'exécuter. On ne connaît pas encore le résultat. Malheureusement, Lucie m'apprend que ma PR a échoué parce que mes tests ne sont pas passés. Donc, il nous envoie sur Slack un message. On peut cliquer dessus. On arrive... non, d'ailleurs, c'est pas là. Donc là, je retourne sur ma PR. On voit que le check est passé en rouge. Là, si je clique sur les détails à côté de pipeline, j'arrive directement dans Jenkins, où je vois les différentes étapes du test, où est-ce que ça a échoué, là c'est dans Build and Test, et je peux cliquer à côté des croix rouges pour avoir le détail de l'étape et en quoi ça a échoué. En l'occurrence, ouais, bon, c'est à peu près illisible, mais enfin, c'est une assertion error, c'est juste une comparaison de string qui était cassée pour l'occasion, la PR elle servait à ça. Et donc c'est quand même assez facile de débugger en 2-3 clics à partir de Slack ou de GitHub. On arrive directement sur Jenkins qui nous indique quel est le problème. On n'a plus qu'à corriger, soumettre une nouvelle PR qui fixe, tout passe au vert parce que mes collègues ont gentiment reviewé et aussi Jenkins s'est passé et j'ai plus qu'à merge ma PR. Et donc comme on expliquait après, quand la PR est mergée, on déploie dans l'environnement cible automatiquement. Alors, pour revenir sur le projet Pilar dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'est-ce que c'est? C'est un outil Python qui va permettre de créer un environnement donc, complètement from scratch, donc avec tous nos microservices qui vont tourner ensemble, d'orchestrer le lancement des images Docker dans lesquelles vont tourner tous ces microservices, et aussi de permettre de définir des datas à seeder dans notre environnement, en fonction d'un scénario prédéfini, donc les développeurs ou n'importe qui pourra définir et qui permettra d'exécuter ensuite les tests voilà, qu'on souhaitera lancer.
Un joli schéma qui essaye de simplifier un peu, mais bon, c'est pas toujours évident. Donc Pilar, qu'est-ce qu'il fait au départ? Il va créer donc l'environnement. Ça va consister à générer un Docker Compose. Donc on n'en a pas encore parlé jusqu'à maintenant, mais on pourra voir après qu'est-ce que c'est. Il va gérer l'organisation du lancement des images des Docker. Donc lancer les backends d'abord, lancer les services dans un certain ordre. Voilà. Enfin, il y a déjà d'autres outils qui permettent de faire ça, mais bon, on a décidé de le faire nous-mêmes pour être sûr de contrôler un peu ce qu'on lançait. Et ensuite, à partir du scénario qui sera défini, on va pouvoir seeder les data dans notre petit environnement, donc via des API, des calls à nos API ou des imports de DB, etc. Ensuite, on va pouvoir lancer donc, des tests d'intégration qui se composent en deux parties, deux choses. Donc il y a les tests d'intégration proprement parler où en fait, on va juste s'assurer que deux microservices ou plus ne créent pas de problème lorsqu'il y a une mise à jour dessus. Voir s'il n'y a pas des problèmes aussi avec les backends. Et donc aussi des tests end-to-end avec BrowserStar qui permet de valider des scénarios utilisateurs et vérifier que tout se passe bien. À la fin donc, de tout ça, Pilar, ce qu'il va faire, c'est qu'il va archiver tous les logs qui seront contenus dans nos instances Docker et il va détruire l'environnement. Alors, j'en ai donc parlé, un petit Docker Compose, qu'est-ce que c'est? Alors, on a vu un peu tout à l'heure ce que c'était. Donc, on a notre backend, il va avoir un nom de container, l'image sur laquelle il faut se baser pour lancer notre instance Docker, et on peut aussi préciser, donc comme on peut voir un peu en dessous, la commande à lancer, les volumes à monter ou à créer, le working dir dans lequel se placer. Enfin voilà, donc c'est Docker Compose, c'est assez pratique pour définir un ensemble de Docker à lancer en même temps. Voilà. Donc un exemple de scénario qu'on peut créer. Donc voilà, pour le scénario qu'on appelle core, par exemple, on peut définir un ensemble d'utilisateurs à créer. Donc voilà, un retailer, un autre. Ah bah, tiens, ça se marque pas tout à fait comme je l'avais mis. Bref, voilà, des produits à rajouter, les assigner à certaines personnes, définir certaines permissions à avoir sur certains utilisateurs. Enfin voilà, on peut définir des scénarios plus ou moins complexes. Voilà, et à la fin, on a une plateforme donc avec tout un tas de Docker qui se sont lancés. Donc on a nos backends qui sont tout là-haut et la liste de tous nos services qui tournent ensemble. Donc au départ, on avait des workers. Alors c'est un petit process qui va dépiler des messages dans une queue RabbitMQ, qui était aussi dans des Docker séparés. Donc ce qui faisait qu'on avait à peu près une centaine de Docker qui étaient lancés. Et autant dire que ça se passe pas très bien qu'on a tous ces Docker qui tournent. Donc on a décidé, ce qui n'est pas forcément une très bonne pratique, mais de les laisser à l'intérieur du Docker de l'application. Donc on a plusieurs process qui tournent au sein de nos instances Docker, mais ce qui permet de réduire le nombre d'instances Docker qui tournent en même temps. Voilà, et donc pour revenir sur le petit pipeline Jenkins, ce que ça permet de faire, c'est qu'on peut faire tourner plusieurs tests en parallèle. Donc nos tests d'intégration, nos tests unitaires dans des images Docker à côté, et lancer des tests end-to-end aussi en même temps. Donc sur des plateformes complètes. BrowserStack, alors une petite overview de ce que c'est. Ça permet de définir des scénarios utilisateurs et ce qui est d'assez pratique, c'est qu'on peut récupérer la vidéo de scénario. On a la liste, un petit résumé textuel de toutes les actions qui ont été définies. Donc ça permet aux développeurs de rapidement retrouver qu'est-ce qui s'est passé et voilà. Donc c'est assez pratique comme outil. La build chain, donc ça c'est un sujet assez complexe de savoir comment on build toutes les images Docker qui vont servir à tous nos tests, que ce soit nos tests unitaires ou nos tests d'intégration, que ce soit donc définir une image de base, l'héritage, toutes les dépendances entre ces images, comment est-ce qu'on les construit. Donc un gros schéma encore. Donc on a de notre côté une image de base qui sert à toutes nos autres images, qui est construite toutes les nuits. On a aussi à partir de ça une image qui va correspondre à chacun de nos backends. Donc MySQL, là j'ai mis juste MySQL pour simplifier un peu le schéma. On a aussi pour notre front une image qui se base sur Node.js. Ensuite, on va, pour accélérer un peu le process, donc il y a une étape intermédiaire, on va créer des images qu'on appelle bases chez nous, de tous nos services, et donc ça va être une installation de from scratch de tous nos services
de tous nos services. Pour MySQL, on va appliquer tous les changements de format qui ont été définis dans chacun de nos services. Et voilà, donc ça permet d'accélérer le process, on verra après pourquoi. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est lors de chaque merge vers une branche staging ou master, on va reconstruire l'image de chaque service qui correspond à le code du coup de cette branche staging ou master. En parallèle de ça, on va aussi lancer le build de l'image MySQL sur laquelle on a appliqué tous les changements de format, parce que en fait, au sein de chaque repo qui correspond à chaque service, on a des schmig en fait. Donc on verra tout à l'heure ce que c'est. C'est la définition justement du schéma MySQL qui est intégré dans chaque repo. Et donc c'est pour ça qu'on a une image qu'on rebuild de MySQL sur laquelle on va appliquer tous ces changements de schéma de chaque service. Voilà, donc j'en parlais. Comment on gère les changements de schéma? On utilise un petit outil, puisqu'on fait tout automatique et on ne lance rien de manuellement, qui s'appelle Schmig, qui est donc inclus directement dans nos repos, et que l'on lance à chaque déploiement de chaque service, donc que ce soit en pré-prod, en production ou donc dans nos images Docker. On les merge aussi périodiquement pour en faire plus qu'un seul et que ce soit plus rapide à chaque fois qu'on va construire nos images Docker. À quoi ça ressemble? Alors c'est très simple, c'est un petit fichier SQL dans lequel il y a des commandes pour modifier, créer des tables, etc. Il y a aussi un rollback, un principe de rollback si on souhaite annuler un schmig. Schmig il garde un état de tous ces fichiers SQL qu'on a appliqués, donc il sait lesquels il doit appliquer, celles qui n'ont pas encore été appliquées. Et voilà, donc ce qui permet d'aller assez vite. Et voilà pour la partie test et gestion des schémas. Okay, donc les résultats, donc ça a un coût de mettre en place cette intégration continue, ça a un coût déjà ne serait-ce qu'humain, parce que vous vous rendez bien compte que tout ce qu'on a fait, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts, ça représente, on va dire, 6 mois de travail à 2 personnes. Bon, c'était plutôt variable. Hein, ouais, peut-être 1 an, mais bon, on n'était pas full-time, quoi. Voilà. Et ça rajoute du temps sur chaque PR que font tous les membres de l'équipe. Et vous travaillez avec des développeurs, je ne sais pas si vous faites de la QM, mais le temps entre le moment où je fais ma PR et le moment où c'est en prod, c'est quelque chose de très sensible. Ça joue aussi beaucoup dans les équipes dites agiles. Donc notre objectif, c'était quand même de le diminuer. Là, je vous ai mis un average time qui est calculé complètement au pifomètre, et j'ai un peu honte, mais en fait, il y a vraiment des services qui build vite. Les choses qui n'ont que des tests unitaires, par exemple, ça va extrêmement vite. On pop un Docker, on lance les tests. S'il y a 5 tests, c'est très très rapide. Et il y a ceux qui font des tests d'intégration, des tests end-to-end et des tests unitaires avec une grosse base de code et plein d'alters. Ceux-là, c'est ceux qui font monter la moyenne. On va aller jusqu'à 10 minutes à peu près de temps de test au complet. Ça veut dire juste pour faire une PR vers staging, ça prend 10 minutes, et quand je vais la refaire vers la prod, ça va prendre 10 minutes. Donc on se retrouve avec un cycle de livraison, même s'il est automatique, qui va prendre jusqu'à 25-30 minutes, et encore ça dépend du nombre de nodes qu'on a à déployer derrière. Mais bon, ce que ça a apporté, et même si c'est pas la seule chose, c'est que entre 2016 et 2017, alors qu'on a, je sais pas, peut-être triplé nos nombres de clients, enfin on est en vraiment grosse phase d'évolution là, on a quand même diminué le nombre de bugs identifiés par nos clients, ce qui était une mesure pour nous qui était hyper importante et qu'on a beaucoup suivi pendant cette période-là. Donc c'est, encore une fois, ce n'est qu'un outil, hein, ça a permis aux développeurs et enfin tous les membres de l'équipe de faire plus attention, d'implémenter plus de tests, mais bon, ça a contribué à la réussite. Voilà. Une petite citation d'un collègue qui tenait absolument à donner son avis. Qu'est-ce qu'on a appris dans tout ça ? Alors c'est pas forcément directement lié à Docker, mais déjà construire une plateforme from scratch, c'est super sexy. Enfin, je sais, on est sysadmin, c'est juste le rêve de repartir from scratch et de tout reconstruire. Mais c'est un cauchemar en fait, parce que rien que la partie seeding des données, ou juste création des répertoires, les trucs qui ont été faits par un mec au début de la startup il y a 3-4 ans, quand il y avait un seul serveur et qu'il faut repenser, réidentifier pourquoi est-ce que ça a été fait, c'est très coûteux, ça prend beaucoup de temps, c'est complexe. Après ça permet aussi de mettre au propre des choses qu'on n'a pas forcément eu le temps de faire, la technique qu'on a accumulée. Donc voilà, première leçon, c'est compliqué de reconstruire toute sa plateforme from scratch.
Deuxième leçon, tout ce qui est service externe, c'est vraiment chiant à gérer. Je pense à, je sais pas moi, S3 par exemple, ou LaunchDarkly, ce genre d'outils. Ce qui est galère, c'est que on a déjà une grosse complexité. Vous voyez, on pop déjà pas mal de Docker, on fait du seeding de données à travers nos propres API. On a plusieurs types enfin, on a du code de différents langages, on a plein d'outils différents. Et si en plus il faut aller se connecter à des prestats externes pour dupliquer des variables d'environnement et les connecter, en fait, c'est juste que ça crée vraiment trop de complexité. Je pense en particulier à LaunchDarkly, je ne sais pas si vous l'utilisez, c'est un système en gros, qui flag des releases pour rendre actif ou pas du code après l'avoir livré en production. Et ça, par exemple, on a plein de problèmes avec. On est obligé de copier des flags de pré-prod, mais ça échoue souvent. On a des valeurs de timeout qui sont beaucoup trop longues des fois. Enfin, on dépasse les minutes rien que sur ce sujet-là. Donc notre conseil par rapport à ça, c'est moquer autant que possible tous les services externes si vous avez l'intention de vous lancer là-dedans. Et dernier point, c'est un point, alors ça c'est plus général, c'est, je ne sais pas comment vous gérez avec vos équipes de développement le sujet montée de version de plusieurs services en parallèle. Et nous, la solution qu'on a retenue, et qui est absolument obligatoire avec notre workflow actuel, c'est d'être toujours compatible avec la version précédente ou suivante. C'est-à-dire qu'on ne monte pas deux versions en même temps. On fait une montée de version sur un premier service qui doit être compatible avec les autres, et pareil pour les versions des libs, et ensuite on monte les autres versions. Ce qui fait que notre process d'intégration continue, il est toujours ouvert. On vérifie que tout va toujours bien. Par contre, ça a un coût, c'est du dev en plus, c'est des choses à gérer en plus. Mais c'est moins Big Bang, c'est plus itératif, enfin, c'est plus simple. Les dernières étapes, parce qu'en fait, on ne va pas s'arrêter là. Déjà, la première chose, c'est qu'on ne scale pas sur notre système actuel, que ce soit pour la partie unit test ou la partie integration test. En fait, actuellement, on a un hôte pour les tests unitaires et un hôte pour le reste. Alors c'est une machine qui est blindée d'hormones, quoi, donc c'est une grosse machine, mais on est capable de popper juste 15 environnements. Oui, on parlait de 100 Docker la dernière fois, c'est parce qu'on a beaucoup d'environnements parallèles que c'est gênant pour nous d'en avoir beaucoup par environnement. Donc notre objectif actuel, là, c'est de commencer à regarder des solutions d'orchestration. Enfin, Renaud les a cités tout à l'heure, on en reparle cet après-midi, pour pouvoir scaler horizontalement. Autre sujet, Docker en production. On vous parlait des workers, ces petites instances chez nous qui font juste du vidage de RabbitMQ et 2-3 actions en base de données. C'est quelque chose qui dépend, le nombre de workers dépend du nombre de messages à traiter dans nos fils. C'est quelque chose qui varie énormément en fonction de l'activité sur la plateforme et des imports-exports qui se font. Donc nous, avoir la possibilité de spawner à la demande ce genre d'instance en fonction de l'activité sur les queues, ce serait génial et c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. Et enfin, dernier point, on veut donner la possibilité aux développeurs de popper eux-mêmes un environnement complet. Alors, comme ça fait à peu près 20 gigas de RAM, ouais, enfin, ça représente à peu près 20 gigas de RAM, là, l'environnement complet minimum, et nos développeurs, ils n'ont que 16 gigas sur le poste de travail, donc on ne va pas forcément upgrader, mais peut-être leur mettre à disposition des environnements auxquels ils pourront accéder à côté pour faire leurs tests. Typiquement, un développeur, il travaille sur un des 30 microservices, et il a besoin des autres pour s'y connecter et pour tester que ça marche bien. Et actuellement, ils utilisent la pré-production pour ça. C'est pas quelque chose de sain et c'est quelque chose qui parfois donne lieu à des collisions. Donc on voudrait leur donner la possibilité de spawner chacun un environnement complet sur lequel ils pourraient travailler. Voilà, je crois que c'est tout. Ah non, une petite page juste pour vous rappeler les différents outils qu'on a utilisés. Donc Jenkins, qui est le vieux machin d'intégration continue. Docker pour gérer les conteneurs. Shumig, c'est notre outil de gestion des montées de version sur les bases de données. Oui, oui. Ouais. Ansible, notre outil de déploiement. Donc, je ne sais pas si on l'a rappelé, mais Ansible, c'est ce qui déploie chez nous en production et c'est ce qui crée les Docker. C'est le même outil qu'on utilise dans les Docker. Donc, GitHub pour la gestion des sources et BrowserStack pour c'est le Selenium payant avec des vidéos chouettes qu'on utilise pour le test end-to-end. Voilà. On a fini. Est-ce qu'il y a des questions? Où est le cube? Il est là. Vous pourriez faire passer dessus. Tout d'abord, merci pour cette bonne présentation. Alors moi, j'avais une question en fait sur votre bot Lucie.
Je vois que c'est assez similaire à Up Commander, ce que fait Netflix en fait. Et je voulais savoir en fait si c'est quelque chose que vous avez développé vous-même ou c'est quelque chose que vous avez réutilisé, un framework pour pouvoir réaliser ce genre d'outils. En fait, ça, c'est un développement interne. D'accord. En fait, c'est un ancien collègue. Enfin, d'ailleurs, je remercie Shadow, si tu nous regardes, qui a beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Donc, en fait, ouais, il avait son bot, il l'avait fait pour Bitbucket, il l'a réadapté chez nous. Ça fait pas grand-chose. Ça crée juste des branches et ça nous notifie sur Slack. Je suis persuadé que c'est des features qui devraient déjà être présentes dans Jenkins. Enfin, il doit y avoir des plugins qui font ça. Genre, ça me paraît très simple. Ok, d'accord. Merci. Merci beaucoup pour la presse. Moi, j'ai une petite question à propos de Schmig. C'est développer maison, c'est un outil existant, c'est open C'est un source. petit outil Shell voilà, qui peut se retrouver sur Internet. Il est assez basique finalement, parce qu'il gère. On lui donne un dossier, les credentials pour se connecter sur le MySQL, et puis voilà, il va appliquer les fichiers SQL qui sont spécifiés. Donc, non, ce n'est pas maison. D'accord, merci. Bonjour, j'avais une question. J'ai remarqué que vous créiez une branche d'intégration. Pourquoi ne pas check out directement la branche qui sert à faire la pull request? C'est quoi l'intérêt? Alors en fait, c'est que chaque développeur fait un fork du repo principal. Donc en fait, la branche, elle n'existe pas sur le repo principal, c'est celle qu'on teste, c'est celle du repo principal. Ouais, mais Jenkins, il est capable justement de check out le code correspondant à une PR à chaque fois. Ouais, mais alors après, c'est qu'on veut tester la PR qui est mergée. Oui, alors c'est vrai qu'on n'a peut-être pas expliqué. C'est qu'à chaque fois qu'il y a des modifications sur, par exemple, si c'est une PR qui va se faire sur staging, dès qu'il y aura d'autres pull requests qui seront mergés sur staging, ça va mettre automatiquement à jour cette branche. Donc tu testes vraiment la PR avec l'état courant de la branche staging du repo principal. Donc du coup, vous testez plusieurs PR à la fois. Ah bah toutes les PR que tous les développeurs peuvent faire en ouais. parallèle, ouais. Je suis pas clair. En fait, oui. Oui. On va tester plusieurs PR à la fois. Quand tu fais ta première PR vers le staging, là, tu testes que ta branche d'intégration. Ouais. Sur ta branche d'intégration avec que ton code. Mais après, tu vas tout merger sur celle d'après. En fait, on impose un point de passage obligatoire dans le staging pour que toutes les PR qui étaient en cours sur l'étape d'avant se retrouvent au même endroit. Parce que je suis pas clair, j'ai l'impression. Non. En fait, c'est que tu n'es pas forcément sûr que la branche du développeur est à jour, en fait. Ah d'accord, en fait, ouais, ok, c'est Et une là, question vraiment d'hygiène des la pull request développeurs. qui est appliquée avec le staging courant du repo principal. On s'assure vraiment, avant d'aller en prod, que tout ce qui va passer en prod a été testé en état, en fait. Oui. Ça, Ok, non mais je vois l'idée, d'accord. Faites pas confiance à vos devs. Ils ont les routes sur la prod. Hein. Autre question? Bonjour, je vois que vous utilisez apparemment des plugins sur Jenkins, tels que le pipeline, etc. Est-ce que vous auriez une petite liste comme ça de tête? Parce que nous, on a eu une expérience assez mauvaise, justement, qui nous a amené à passer sur Buildbot, précisément parce qu'on a testé un tel plugin sur Jenkins, un pipeline un peu avancé, qui était supporté assez peu par Jenkins à l'époque. Peut-être que ça a évolué depuis 1 an et demi, 2 ans. Alors après, les plugins qu'on utilise principalement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Pipeline justement, qui est très actif actuellement, parce que j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment en faire. Justement, la vue d'ailleurs qu'on vous a présentée, c'est un petit peu Blue Ocean, c'est leur nouvelle un petit peu feature qu'ils essayent de pousser au maximum actuellement, et qui, à mon avis, deviendra dans les prochaines années le Jenkins en termes de présentation et de workflow. Donc Pipeline, c'est vraiment le truc qu'ils essayent de pousser au maximum. Après, comme outil, on utilise donc le plugin Docker. Et puis après, c'est plus des outils d'aide, mais qui ne sont pas forcément indispensables. Voilà. C'est les deux principaux outils, je dirais, Blue Ocean, Pipeline et Docker. Ok, merci. Faites passer. Bonjour, pour les pipelines, je voulais savoir si vous utilisiez Groovy ou le nouveau DSL qu'ils essayent de pusher pour remplacer la complexité entre guillemets de Groovy.
Alors justement, on utilise leur ancien système parce que leur nouveau est, bon, je dirais pas qu'il est limité, mais il se veut justement beaucoup plus simple. Donc là, on est toujours en contrôle sur leur ancien système qui s'appelle, je sais plus. Enfin, le nouveau, c'est le Declarative Pipeline. Et voilà, nous, on est c'est vrai que sur des vrais Groovy, un petit peu. Ça reste quand même très simple, mais voilà, on est sur l'ancien système. Bonjour. Pour savoir, pour votre instance GitHub, est-ce que vous l'hébergez chez vous avec un GitHub Enterprise ou est-ce que c'est la version SAS Non, on n'héberge pas. Ok. Je suis un petit peu déçu, je m'attendais à des questions du genre GitLab CI fait déjà tout ça, votre truc sert à rien, pourquoi est-ce que personne me dit ça? J'aurais bien voulu poser une question sur GitLab, mais on n'est pas encore vendredi, donc on évitera. Non, enfin, on a commencé ça, voilà, vous avez vu, hein, on a un petit historique, ça fait longtemps qu'on a commencé. Je pense que si maintenant, là, aujourd'hui, on devait se reposer ces questions et refaire la même chose, ouais, on se pencherait peut-être beaucoup plus sur GitLab CI. Je réponds quand même à cette question qui n'a pas été posée. Qui veut faire passer Faites passer Donc c'est encore moi, j'ai une autre question. En fait, vous avez montré que votre implémentation en fait, du CI/CD, ça a amélioré la santé de vos développeurs. Et j'aimerais vous poser une question à vous dans l'équipe SRI. Ça a dû aussi améliorer la santé en termes d'incidents de production. Donc comment vous l'avez analysé? Comment vous avez remarqué que ça a été bénéfique aussi pour vous? Alors, d'une part, on utilise la CI sur notre travail aussi. Ça, je l'ai peut-être pas dit, mais enfin, on a des tests unitaires et d'intégration. Ouais, intégration, je sais pas. Enfin, on a testé sur tout ce qu'on fait sur Ansible, tout ça. Donc oui, donc c'est quelque chose qu'on applique à tout ce qu'on produit et en théorie, ça améliore la santé. Après, sur la production, sincèrement, sur vraiment les alertes qui ont été remontées, je crois que non, on peut pas vraiment dire qu'il y a eu un effet. Parce qu'en fait, quasiment tous ces tests-là, comment dire, les incidents de production qu'on voit la plupart du temps, c'est pas ce qu'on considère comme des bugs applicatifs qui sont des choses qui sont identifiées dans la CI. Les incidents de production, c'est Azure qui, comme d'habitude, éteint un serveur ou coupe un load balancer. Et donc en fait, ça, c'est pas du tout corrigé par la CI. C'est pour ça que j'ai plus insisté sur les bugs remontés par les clients, qui sont typiquement ce qu'on détecte avec ça, plutôt que sur des incidents plus larges. Actuellement, on n'a pas encore, on y réfléchit, hein, c'est un vrai sujet. On réfléchit à un moyen de spawn une plateforme complète pour tester tous nos rôles en cible à chaque PR. Mais c'est vachement long, vraiment long. Donc, c'est un truc qu'on voudrait faire, mais on n'y est pas encore. Ok. Pour rebondir un peu sur le côté test en cible ou tout ce qui est vraiment admin, bon, je sais que Nico aura probablement plein de trucs à dire aussi, mais vous avez regardé des choses du type server spec ou des choses comme ça qui permettent de dire rôle par rôle ou vraiment brique par brique, ma brique est censée faire ça, créer tel fichier, mettre en place tel service, et c'est du test unitaire pour justement éviter d'avoir à créer une nouvelle plateforme complète à chaque fois qu'on fait une pierre sur un rôle en cible. C'est vraiment du test unitaire de rôle ou de petites unités d'admin. Vous avez regardé tout ça ou pas? Sincèrement, oui, j'ai jeté un œil, mais je n'ai pas été plus loin, quoi. Je sais que ça existe, ça a l'air super cool. Et une autre question, vous avez envisagé de jeter un œil à AWX pour le côté Ansible ou pas? C'est l'espèce de tower... Le tower free, c'est ça? Ouais, mais c'est pareil. En fait, sincèrement, j'ai l'impression que ça apporte juste une interface graphique. Et si c'est ça, c'est pas mon truc, mais faut que je regarde. Ça apporte quand même pas mal sur... Ansible, c'est un peu pourri pour le debug des variables, faut être honnête. Et du coup, le côté AWX, c'est que ça te concatène et ça te regroupe en fait toutes les valeurs à chaque fois que tu fais un job de déploiement. Donc ça te permet de récupérer facilement quand tu veux debug à chaque état quelles sont les valeurs de chacun des éléments. Tu l'utilises, toi? Je suis en train de l'évaluer. D'accord. Okay. Ça m'intéresse pour la prochaine fois, une petite conf. Ça m'intéresse. Ok, merci beaucoup.